de cette recherche. En 2011, je préparais un livre sur Djibouti, mon dernier ouvrage qui s'intitule « Djibouti contemporain ». À ce moment-là, j'avais demandé à un ami qui est là avec nous ce soir, ça me fait plaisir qu'il soit là, et de faire un article sur l'islam djiboutien. Pour une raison ou pour une autre, il n'a pas eu le temps de faire cet article. Et j'avais été un peu déçue, je l'avoue. J'avais trouvé personne à Djibouti pour écrire sur cette thématique par ailleurs. Lui, est un spécialiste. Il a fait une thèse sur l'islam soufi. Et j'espérais qu'il écrirait cet article, mais finalement, comme il n'a pas pu le faire et comme je n'ai trouvé personne pour l'écrire, j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis retroussé les manches et j'ai commencé cette recherche. Le déclic n'a pas eu lieu tout de suite. J'ai eu du mal à entrer dans cette thématique au départ. Le déclic, ça a été vraiment les élections de février 2013, les élections législatives de février 2013, où on voit émerger donc un véritable islam politique. Et à partir de cette période-là, j'ai commencé véritablement ma recherche. Et je me suis dit, bon, le déclic est là, la thématique est intéressante. Maintenant, il me reste à étudier l'arrière-plan de ce phénomène qu'on observe, c'est-à-dire l'émergence d'un islam politique. Cette recherche a duré à peu près une année. J'ai commencé le travail de terrain en août 2014 et je l'ai terminé en août 2015. Je l'ai financé sur mes fonds propres, je l'ai financé moi-même, en sachant qu'à l'époque, j'étais en séjour scientifique en France et qu'il m'a fallu revenir à 2 reprises à Djibouti pour faire le travail de terrain. Cette recherche a fait l'objet d'un article qui est paru dans une revue internationale qui s'appelle Territoire d'Afrique et qui paraît en France. Et donc, ce sont les résultats de cette recherche que je souhaiterais partager aujourd'hui avec vous. Qu'est-ce que j'appelle réformisme? D'abord, c'est une transformation douce, qui n'est pas violente, ce n'est pas une révolution, c'est une transformation des pratiques religieuses à Djibouti. Donc, on peut dire que depuis 3 décennies et demie à peu près, on observe à Djibouti un réformisme religieux qui se traduit par l'apparition de nouvelles tendances, de nouvelles influences, de nouveaux mouvements religieux. Ce renouveau, donc, dans la pratique de l'islam, a remis en mouvement une scène religieuse qui était relativement figée et qui était structurée au départ autour d'un islam soufi, d'un islam sunnite empreint de soufisme et qui était animé principalement par la confrérie Qadiriya. Donc, dans notre jeunesse, nous avons tous connu cet islam soufi, dominé par une multitude de cheikhs et puis qui était animé par cette confrérie des Qadiriya. Ce changement, donc, dans la pratique, ce réformisme islamique dont je parle ici, a germé dans une convergence de facteurs favorables, comme l'urbanisation massive de la société djiboutienne, mais également les évolutions démocratiques de 92 qui ont libéré la parole et qui ont ouvert l'espace public à de nouveaux acteurs, mais également l'augmentation et la diversification des mobilités entre l'intérieur et l'extérieur du pays. Ça, c'est le contexte général. Pour entrer plus en détail dans les détails de ce contexte général, je vais commencer par l'urbanisation. Qu'est-ce que l'urbanisation a changé pour qu'émerge ce réformisme islamique à Djibouti? Donc, l'urbanisation, en fait, a apporté un certain nombre de changements sociaux et spatiaux. Ces changements socio-spatiaux sont survenus à partir des années 70. Et en l'espace de 3 décennies, on a vu Djibouti, qui était un pays à dominante rurale, mais dans sa déclinaison nomade,
passer d'un pays majoritairement nomade à l'un des pays les plus urbanisés d'Afrique. Donc, comme vous le savez, Djibouti, aujourd'hui, c'est 80% d'urbains. C'est l'un des pays les plus urbanisés d'Afrique, d'ailleurs, comme le Gabon. Ces transformations sociales et spatiales, donc l'urbanisation, se sont accompagnées de changements sociaux qui ont préparé le terrain, entre autres, au réformisme islamique que connaît aujourd'hui donc la sphère religieuse. Nous allons voir de quelle façon. L'urbanisation a un impact indéniable sur le changement social. Elle s'accompagne donc souvent d'une perte de repères, d'un délitement des liens sociaux qui, en milieu nomade, étaient régis par le sang. Pourquoi ? Parce qu'en milieu nomade, comme vous le savez, les familles corésident. Elles vivent ensemble dans un campement, sous l'autorité d'un patriarche. Une fois que les gens entrent en ville, ce n'est plus possible. Les logements, comme vous le savez, à Djibouti-Ville sont très étriqués et il n'est pas possible de s'installer en ville sous forme de famille élargie. Donc, il y a un éclatement des familles. Il y a une diminution de la solidarité que les gens trouvaient dans ce cadre familial et clanique au départ. Et en ville, donc, il y a un certain nombre de citadins qui vont profiter de ces changements sociaux et qui vont refuser, entre autres, d'assumer leurs responsabilités vis-à-vis de leur communauté, en accueillant, par exemple, les membres de leur clan ou de leur famille dans le besoin. Donc, en ce sens, le milieu urbain peut être considéré comme le creuset de nouveaux comportements sociaux. Dans un autre sens, le milieu urbain favorise lui-même de nouveau les contacts qui sont propres à produire du changement social. Donc, les nomades, lorsqu'ils arrivent en ville, ils sont confrontés à la défaillance des réseaux familiaux et claniques. Ils ne peuvent pas trouver de la solidarité et de l'aide dans ces réseaux sociaux traditionnels. Ils sont obligés de se tourner vers d'autres types de réseaux sociaux. Et en milieu urbain, il y a de nombreux réseaux sociaux, donc qu'ils soient professionnels ou autres, mais les réseaux sociaux religieux sont ceux qui offrent le meilleur encadrement, à même de pallier donc la perte des repères sociaux dont j'ai parlé il y a quelques minutes. Donc les nouveaux citadins sont séduits par ces réseaux sociaux religieux qui peuvent, dans un certain sens, redonner du sens à leur vie. Donc l'adhésion, donc les néo-citadins ou les migrants d'origine nomade, les nomades urbanisés, vantent également leur adhésion donc au réseau religieux est facilitée également par la scolarisation de leurs enfants dans des écoles arabophones, souvent parce que ces enfants ont dépassé l'âge requis dans les établissements publics ou qu'ils n'ont pas de papier en règle, etc. C'est dans ce contexte donc de remise en cause de tous les repères sociaux que la réislamisation de la société djiboutienne va intervenir. Et les nouvelles influences dont je vais parler ici, qui sont essentiellement donc l'influence des frères musulmans, celle du Tabligh et celle des salafistes, vont arriver à point nommé. Il y a une brèche là dans le système où ces nouveaux mouvements religieux vont s'engouffrer. Et la greffe va prendre d'autant plus facilement que là, dans cette période, donc du début des années 80, il y a de la fin des années 70 au début des années 80, il y a une remise en cause des principales confréries religieuses qui ont très mal géré leurs affaires, etc. Mais dans un premier temps, ce sont les frères musulmans qui vont impulser véritablement donc, le réformisme islamique à Djibouti, en proposant un retour aux valeurs islamiques, mais non traditionnelles. Il faut distinguer les deux. J'en ai fini avec l'urbanisation, parlons maintenant de l'augmentation des mobilités
entre l'intérieur et l'extérieur du pays. Donc en dehors du contexte général qui est lié à l'urbanisation massive de la société, le réformisme islamique que connaît Djibouti est également indissociable du développement de nouvelles mobilités au sein du monde musulman à partir de la fin des périodes coloniales. Et donc, l'ouverture de l'islam djiboutien à d'autres influences va connaître une accélération à partir de la fin des années 80. Et cette accélération est donc liée à la décolonisation et à l'augmentation des mobilités entre l'intérieur et l'extérieur du pays. Comment sont venues donc ces mobilités entre l'intérieur et l'extérieur du pays? Il faut savoir qu'à la fin des années 70, les États de la péninsule arabique entreprennent une politique de coopération dans de nombreux pays musulmans, dont Djibouti. Donc cette politique de coopération consiste à ouvrir dans ces pays des écoles, des instituts islamiques, des collèges, pour diffuser un islam wahhabite. Et donc tous ces établissements scolaires sont donc destinés à former une nouvelle intelligentsia islamique pour pérenniser un petit peu l'influence de ces pays. Donc, depuis 1978, Djibouti compte un institut éducatif irakien qui a disparu en 91, mais qui a été transformé en institut éducatif